Camille Delacroix était allongée sur l'étroite table d'examen, fixant les dalles blanches du plafond tandis que la sonde d'échographie se déplaçait lentement sur le bas de son abdomen. La pièce était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement de l'appareil et de la respiration régulière qu'elle tentait de contrôler. Elle avait fait cela de nombreuses fois auparavant avec son mari Arnaud, mais quelque chose semblait différent aujourd'hui. Le docteur Lucas Moreau arrêta soudainement de bouger l'appareil. Camille le remarqua tout de suite. Il se pencha plus près de l'écran, les sourcils froncés, la bouche pincée en une ligne fine. Pendant plusieurs longues secondes, il ne dit pas un mot. Camille déglutit. « Est-ce que quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle. Le docteur Moreau s'éclaircit la gorge, mais ne lui répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il ajusta l'angle de l'écran et regarda à nouveau. Puis, il posa délicatement la sonde et se tourna vers elle. « Qui vous suivait avant aujourd'hui ?» demanda-t-il. Camille sentit une petite boule se former dans sa poitrine. « Mon mari, dit-elle, le docteur Arnaud Delacroix, il est gynécologue aussi. » L'atmosphère dans la pièce changea. Le docteur Moreau devint très immobile. Pendant un instant, il la regarda simplement comme s'il choisissait ses mots. Puis sa voix sortit, basse et contrôlée. « Camille, j'ai besoin que vous m'écoutiez très attentivement. Ce que je vois à l'intérieur de vous ne devrait pas être là. » Son cœur commença à battre la chamade. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» chuchota-t-elle. Il se leva lentement comme si tout mouvement brusque pouvait aggraver les choses. « Il y a quelque chose dans votre utérus qui n'a pas sa place. Ce n'est pas du tissu naturel. Ce n'est pas une croissance bénigne. Cela ressemble à un objet étranger qui est à l'intérieur de votre corps depuis longtemps. » Camille se sentit glacée de partout. « Un objet étranger ?» répéta-t-elle. Le docteur Moreau hocha la tête. « Et le fait qu'il soit là soulève des questions très graves sur la façon dont il est entré en vous et qui l'a mis là. » À cet instant, tout ce que Camille croyait sur sa vie et son mariage commença à se fissurer. Jusqu'à ce moment, Camille Delacroix n'avait jamais remis en question l'homme autour duquel elle avait construit sa vie. Arnaud Delacroix n'était pas seulement son mari. Il était son médecin, son protecteur et la voix en laquelle elle avait plus confiance que quiconque lorsqu'il s'agissait de son propre corps. Ils étaient mariés depuis 15 ans. Leurs amis les décrivaient comme solides et stables, le genre de couple qui ne se disputait pas en public et qui arrivait toujours ensemble. Arnaud était respecté dans sa clinique privée de gynécologie dans le 16e arrondissement de Paris. Les patientes louaient sa voix calme et ses mains prudentes. Camille se sentait fière quand les gens disaient qu'elle avait de la chance d'être mariée à un médecin aussi gentil. Et pendant longtemps, elle l'avait cru aussi. Chaque fois que Camille ressentait de la douleur, Arnaud souriait doucement et lui disait qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Il disait que son corps changeait simplement avec l'âge. Il expliquait les hormones et les cycles d'une manière qui la faisait se sentir bête de s'être même inquiétée. « Fais-moi confiance, disait-il toujours, je connais ton corps mieux que quiconque. » Alors, elle lui faisait confiance. Elle lui faisait confiance quand les crampes devenaient plus aiguës. Elle lui faisait confiance quand son cycle devenait irrégulier. Elle lui faisait confiance quand il lui disait que le stress et son travail d'architecte étaient la raison pour laquelle elle se sentait épuisée et malade. Camille avait voulu devenir mère. Pas immédiatement, mais un jour. Arnaud était toujours d'accord, juste pas encore. D'abord, nous construisons notre vie. D'abord, nous nous installons confortablement. Il y aura du temps plus tard. Et elle le croyait. En y repensant maintenant, Camille réalisa combien de pouvoir elle avait cédé sans même s'en rendre compte. Elle avait donné à Arnaud les clés de sa maison, de son cœur et de sa santé. Quand quelqu'un contrôle les trois, on ne pense jamais à chercher le danger. On pense qu'on est en sécurité. Assise sur la table d'examen dans le cabinet du docteur Moreau, cette croyance commença finalement à se briser. L'homme qu'elle aimait et l'homme qui la soignait étaient la même personne. Et soudain, cela sembla terrifiant. Pendant si longs mois, Camille avait vécu dans un corps qui ne semblait plus être le sien. La douleur venait par vagues, vive et soudaine, comme si quelque chose la saisissait de l'intérieur et refusait de lâcher prise. Certains jours, elle pouvait à peine se tenir droite. D'autres jours, elle se forçait à continuer parce qu'Arnaud disait que ce n'était rien de grave. Son cycle était devenu imprévisible.
Les saignements commençaient et s'arrêtaient sans avertissement. Parfois, cela durait beaucoup trop longtemps. Parfois, cela disparaissait complètement. Chaque changement la rendait plus mal à l'aise. Mais chaque fois qu'elle en parlait, Arnaud avait une réponse prête. C'est normal pour les femmes de ton âge, disait-il, tes hormones changent. Le stress peut faire des choses étranges au corps. Il le disait si calmement que Camille commençait à douter d'elle-même. Elle se demandait si elle était juste anxieuse ou dramatique. Arnaud avait passé des années à la faculté de médecine et des décennies à pratiquer. Qui était-elle pour le remettre en question ? Mais une petite voix en elle continuait de chuchoter que quelque chose n'allait pas. C'était la façon dont la douleur semblait différente de tout ce qu'elle avait connu auparavant. C'était plus profond, plus lourd, plus constant. C'était la façon dont Arnaud ne prescrivait plus jamais d'examen, ne suggérait jamais de scanner, ne l'envoyait jamais voir quelqu'un d'autre. Quand elle demandait si elle devait voir un autre médecin, il riait doucement et l'embrassait sur le front. « Pourquoi aurais-tu besoin de quelqu'un d'autre quand tu m'as moi ?» disait-il. Cela aurait dû sembler affectueux. Au lieu de cela, elle se sentait piégée. Une nuit, la douleur était si forte que Camille s'assit sur le sol de la salle de bain en tremblant. Arnaud lui tendit des médicaments et lui dit de se détendre. Elle fit ce qu'il disait, mais la peur s'installa dans sa poitrine. Un corps ne hurle pas sans raison. Et au fond d'elle-même, Camille savait que ce qui se passait à l'intérieur d'elle n'était pas juste l'âge ou le stress. C'était autre chose, quelque chose de caché, quelque chose sur lequel personne ne lui disait la vérité. Camille attendit qu'Arnaud quitte la ville pour un congrès médical à Lyon avant de passer l'appel. Ses mains tremblaient alors qu'elle prenait rendez-vous avec le docteur Lucas Moreau. Cela semblait mal d'agir dans le dos de son mari, mais la douleur l'avait poussée au-delà de la peur, vers le désespoir. La clinique était de l'autre côté de Paris, dans un bâtiment moderne avec de grandes fenêtres lumineuses et des murs blancs immaculés. Personne là-bas ne la connaissait. Personne là-bas n'avait de raison de protéger Arnaud. Cela seul la fit se sentir plus en sécurité. Le docteur Moreau écouta attentivement alors que Camille décrivait ses symptômes. Il ne l'interrompit pas. Il ne la méprisa pas. Quand elle eut fini, il hocha lentement la tête et suggéra une échographie. La pièce était sombre alors que l'écran s'animait. Au début, Camille ne comprenait pas ce qu'elle regardait. Ce ne fut que lorsque le docteur Moreau devint silencieux qu'elle sentit la tension monter. Il ajusta la sonde. Il changea l'angle. Il fixa l'image plus longtemps que ce qui semblait confortable. Puis il s'arrêta. Camille pouvait voir la forme sur l'écran même si elle ne savait pas ce que cela signifiait. Il y avait une forme sombre et irrégulière là où il ne devrait y en avoir aucune. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. Le docteur Moreau prit une lente inspiration. « Il y a quelque chose à l'intérieur de votre utérus qui ne devrait pas être là, dit-il. Camille se sentit étourdie. « Je ne comprends pas, chuchota-t-elle. Cela ressemble à un objet étranger, répondit-il. Quelque chose qui est incrusté dans vos tissus depuis longtemps. Camille secoua la tête. Je ne me suis jamais rien fait insérer. J'ai peur de ce genre de choses. Mon mari le sait. Le docteur Moreau la regarda attentivement. Alors nous devons découvrir comment c'est arrivé là, dit-il. Le silence qui suivit était épais et lourd. À cet instant, Camille réalisa qu'il ne s'agissait plus seulement de douleur. Il s'agissait de quelque chose qui lui avait été fait à son insu. Quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué simplement. Quelque chose qui allait changer sa vie. Le docteur Moreau s'éloigna de l'écran et s'assit en face de Camille. Son expression était calme, mais il y avait une lourdeur derrière ses yeux qui lui tordit l'estomac. « Je dois faire des analyses de sang et des scanners plus détaillés, dit-il. Ce que je vois suggère que le tissu autour de cet objet est enflammé. Cela signifie généralement qu'il est là depuis longtemps et que votre corps réagit contre lui. » Camille pressa ses mains contre ses cuisses pour les empêcher de trembler. « Est-ce dangereux ?» demanda-t-elle. Le docteur Moreau hésita juste assez longtemps pour être honnête. « Cela peut l'être, dit-il. Une inflammation chronique à l'intérieur de l'utérus peut entraîner de graves complications, une infection, des cicatrices, dans certains cas, des changements qui augmentent le risque de cancer. » Le mot cancer tomba comme un coup de massue.
Camille sentit son souffle se couper. Il imprima un formulaire de recommandation et le fit glisser vers elle. Vous devez aller au CHU, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, aujourd'hui même. Ils ont l'équipe chirurgicale et l'équipement d'imagerie pour retirer cela en toute sécurité. Je ne recommande pas d'attendre. Camille fixa le papier. Le retirer, chuchota TL. Oui, répondit-il. Quoi que ce soit, cela n'a pas sa place dans votre corps. Elle essaya de se raccrocher à quelque chose de solide, mais tout semblait irréel. Comment quelque chose peut-il être à l'intérieur de moi sans que je le sache, demanda-t-elle. Le docteur Moreau la regarda avec un sérieux silencieux. La seule façon dont un dispositif étranger se retrouve à l'intérieur de quelqu'un est si une autre personne l'a mis là, dit-il. Camille se sentit glacée. Je dois aussi vous dire autre chose, continua-t-il. Vu les circonstances, je vous conseille vivement de parler à la police. Insérer un dispositif dans quelqu'un sans son consentement est un crime grave. Un crime ? Le mot résonna dans son esprit. Elle quitta la clinique dans un état second, serrant l'ordonnance. Ce matin-là, elle n'était qu'une femme avec une douleur inexpliquée. Maintenant, on lui disait qu'elle était victime de quelque chose de bien pire. Sur le parking, elle s'assit dans sa voiture et fixa le volant. Une seule personne avait accès à son corps. Une seule personne avait été là chaque fois qu'elle était vulnérable. La pensée était terrifiante, mais il était impossible de l'ignorer. L'hôpital public admit Camille en quelques heures. Tout se passa rapidement, dans un flou de formulaires, de lumière vive et de voix urgentes. Elle eut à peine le temps de traiter ce qui se passait avant d'être emmenée en chirurgie. Le docteur Bernard Lefebvre était le chirurgien assigné à son cas. Sa voix était posée alors qu'il expliquait la procédure. Ils allaient retirer l'objet étranger et nettoyer le tissu environnant. Il la prévint que l'inflammation semblait sévère et qu'il prélèverait des échantillons pour analyse. Camille hocha la tête même si la peur la tordait de l'intérieur. Quand elle se réveilla, sa gorge était sèche et son corps semblait lourd. Le premier visage qu'elle vit fut celui du docteur Lefebvre debout à côté de son lit. L'intervention a été un succès, dit-il. Nous avons retiré l'objet. Il tenait un récipient transparent. À l'intérieur se trouvait un dispositif en métal sombre en forme de petit cadre tordu. Il avait l'air vieux et corrodé. Camille le fixa avec incrédulité. C'était à l'intérieur de moi, demanda-t-elle. Oui, répondit le docteur Lefebvre. Et il est là depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que c'est, chuchota-t-elle. C'est un dispositif intra-utérin, un stérilet, dit-il. Mais pas un modèle moderne. C'est un vieux modèle qui a été interdit il y a plus d'une décennie en raison des risques qui y sont associés. Des risques comme quoi, demanda Camille. Le docteur Lefebvre croisa son regard. Ce type de dispositif est lié à une inflammation chronique et à un risque accru de cancer, dit-il. Camille sentit les larmes monter. Il a aussi un numéro de série, ajouta-t-il. Nous allons le tracer pour voir d'où il vient. Il expliqua que le tissu environnant montrait des signes de dommages. Ils avaient prélevé des échantillons pour tester la présence de cellules anormales. Nous avons pris cela juste à temps, dit-il. Mais vous aurez besoin d'un suivi étroit. Camille détourna la tête, se sentant malade. Pendant des années, quelque chose de dangereux avait été à l'intérieur d'elle et quelqu'un l'avait mis là. Le soir même, une femme en tailleur sombre entra dans la chambre d'hôpital de Camille. Son badge accrocha la lumière alors qu'elle se présentait. Capitaine Sophie Durand. Elle parlait calmement et avec respect, mais ses questions allaient droit au but. Qui a eu accès à vous lorsque vous étiez inconsciente, demanda-t-elle. Camille n'eut pas besoin de réfléchir longtemps. Il y a 8 ans, on m'a retiré l'appendice, dit-elle. Mon mari a insisté pour que ce soit fait à sa clinique. Il a dit qu'il superviserait tout lui-même. La capitaine Durand prit note. Est-ce que quelqu'un d'autre vous a soigné ce jour-là, demanda-t-elle. Je ne sais pas, admit Camille. Arnaud s'occupait de tout. La policière hocha lentement la tête. C'est important. Quelques heures plus tard, elle revint avec des nouvelles. Le dispositif que nous avons retiré de vous a été tracé, dit-elle.
Son numéro de série a été enregistré comme détruit il y a 8 ans à la clinique de votre mari. Camille ferma les yeux. Donc ça vient de lui, chuchota-t-elle. Oui, dit la capitaine Durand, et les registres montrent qu'il a personnellement signé pour son élimination. Camille ressentit un mélange étrange de chagrin et de soulagement. Chagrin parce que la vérité était horrible. Soulagement parce qu'elle n'était plus folle de douter. Les analyses de vos tissus sont également revenues, ajouta la détective. Vous avez des lésions précancéreuses sévères causées par l'exposition à long terme à ce dispositif. Les mains de Camille tremblèrent. Si vous n'étiez pas allé voir le docteur Moreau quand vous l'avez fait, vous auriez probablement développé un cancer d'ici 1 an ou 2. Les mots s'installèrent lourdement entre elles. La capitaine Durand la regarda doucement. Nous ouvrons une enquête criminelle contre votre mari. Et à cet instant, Camille comprit que son mariage était vraiment terminé. 3 jours après son opération, Camille quitta l'hôpital et conduisit directement à la clinique d'Arnaud. La capitaine Durand lui avait donné la permission de récupérer des effets personnels et de chercher des documents liés à ses soins. Le bâtiment semblait étrangement calme alors qu'elle entrait. Dans le bureau d'Arnaud, tout semblait pareil. Le bureau, les diplômes, les photos encadrées de leur voyage ensemble. C'était le décor parfait pour un mensonge. Alors qu'elle cherchait, une jeune femme apparut dans l'encadrement de la porte. Elle portait un uniforme d'infirmière et tenait quelque chose de petit dans sa main. Camille la reconnut. Élodie Martin. L'infirmière sembla surprise de la voir. Le docteur Delacroix a dit que vous étiez encore à l'hôpital, dit Élodie nerveusement. Les yeux de Camille se posèrent sur ce que l'infirmière tenait. Un test de grossesse. Le cœur de Camille s'effondra. Est-ce le sien ? Demanda-t-elle doucement. Élodie se figea. Puis Camille remarqua la bague à son doigt. Elle était presque identique à sa propre alliance. Il a promis qu'il vous quitterait, chuchota Élodie. Il a dit que vous ne pouviez pas avoir d'enfant et que votre mariage était déjà fini. Camille sentit la dernière illusion se briser. Élodie avait 2 enfants avec Arnaud, un garçon nommé Léo et une petite fille nommée Chloé. Il subvenait à leurs besoins. Il leur rendait visite. Il avait construit une seconde vie. Pendant que Camille souffrait, il devenait père. La cruauté de la chose lui coupa le souffle. L'homme qui lui avait pris sa chance de maternité l'avait donné librement à quelqu'un d'autre. Camille quitta la clinique l'esprit tourbillonnant et conduisit directement chez elle. Pour la première fois depuis des années, elle entra dans le bureau privé d'Arnaud à la maison et s'assit à son ordinateur. Elle devina le mot de passe facilement. C'était l'anniversaire de sa mère. Un dossier sur le bureau attira son attention. Pour toujours. À l'intérieur se trouvaient des centaines de photos. Arnaud tenant 2 petits-enfants. Élodie souriant à ses côtés. Des voyages en famille, des anniversaires, des vacances. Mais le pire, c'étaient les messages. Camille en ouvrit un et sentit son estomac se nouer. Ne t'inquiète pas, avait écrit Arnaud, j'ai réglé le problème avec Camille pendant son opération. Elle n'aura jamais d'enfant, et nous pouvons construire notre vie ensemble sans complications. Il y avait aussi des relevés bancaires. Des paiements mensuels à Élodie pour leurs enfants, un appartement à son nom, des polices d'assurance. Arnaud avait tout planifié. Il avait pris le contrôle du corps de Camille pour pouvoir vivre une autre vie. Camille copia les fichiers sur une clé USB. Ce n'était pas juste des secrets. C'étaient des preuves et elles allaient le détruire. Arnaud rentra à la maison ce soir-là portant des fleurs comme si de rien n'était. Il sourit quand il vit Camille assise dans son bureau. « Te voilà, dit-il. Je m'inquiétais pour toi. » Camille tourna l'écran de l'ordinateur vers lui. Le sourire d'Arnaud disparut. Ses messages à Élodie remplissaient l'écran. Ses aveux le fixaient en retour. « Qu'est-ce que c'est ? demanda-t-il faiblement. Camille leva le récipient transparent de l'hôpital. « C'est ce que tu as mis en moi, dit-elle. C'est ce qui détruit mon corps depuis 8 ans. » Arnaud s'avança, essayant de l'attraper. « Donne-moi ça. » Camille recula. « Tu as volé mon droit de choisir, dit-elle. Tu as volé ma santé pour pouvoir avoir des enfants avec une autre femme. » Arnaud ouvrit la bouche pour parler, mais la porte d'entrée s'ouvrit avec fracas.
La capitaine Durand entra avec 2 officiers. Arnaud Delacroix, vous êtes en état d'arrestation pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation permanente et administration de substances nuisibles. Les genoux d'Arnaud flanchèrent. Élodie se précipita derrière eux en pleurant. Elle raconta tout aux officiers. Comment il avait menti. Comment il avait dit que Camille était stérile. Comment il avait promis de partir. Arnaud fut emmené menotté. Camille le regarda partir, ne ressentant rien d'autre qu'un soulagement vide. La salle d'audience du palais de justice était bondée quand Arnaud Delacroix fut amené. Médecins, journalistes et inconnus curieux remplissaient chaque siège. Camille était assise au premier rang, tenant ses mains jointes pour les garder stables. Une par une, les vérités éclatèrent. Le docteur Lucas Moreau expliqua ce qu'il avait vu à l'échographie. Le docteur Bernard Lefebvre décrivit le dispositif interdit retiré du corps de Camille. La capitaine Sophie Durand présenta les registres de numéros de série qui remontaient à la clinique d'Arnaud. Puis Élodie Martin prit la barre. Les larmes aux yeux, elle raconta à la cour comment Arnaud lui avait menti. Il avait dit que Camille était née infertile. Il avait dit que leur mariage était déjà fini. Il avait dit qu'il s'était occupé du problème. Les messages furent lus à haute voix. Les propres mots d'Arnaud ne laissaient aucune place au doute. Camille témoigna en dernier. Elle parla calmement de la douleur, de la peur et des années passées à s'entendre dire qu'elle imaginait des choses. Je lui ai fait confiance avec mon corps, dit-elle. Il a utilisé cette confiance pour détruire mon avenir. Le juge écouta en silence. Lorsque le verdict fut lu, Arnaud fut reconnu coupable de violences graves et d'exercice illégal de la médecine par mutilation. Il fut radié de l'ordre des médecins à vie. Il fut condamné à la prison ferme et ordonné de payer des dommages et intérêts à Camille pour le préjudice subi. La justice avait enfin parlé. 1 an plus tard, la vie de Camille ne ressemblait plus en rien à ce qu'elle était autrefois. La peur qui vivait dans sa poitrine avait lentement été remplacée par quelque chose de plus calme et plus fort. La paix. Ses examens médicaux montraient que les dommages dans son corps avaient cessé de progresser. Les changements dangereux causés par le dispositif étaient sous contrôle. Elle aurait besoin de surveillance pour le reste de sa vie, mais elle ne vivait plus sous une condamnation à mort. Camille avait aussi fait un autre choix. Elle avait adopté une petite fille nommée Manon. L'enfant avait perdu ses parents et avait besoin d'un endroit sûr pour grandir. Camille avait besoin de quelqu'un à aimer et à protéger. Elles se guérirent mutuellement. Chaque matin, quand Manon courait dans ses bras en l'appelant maman, Camille sentait quelque chose en elle s'apaiser enfin. Elle avait perdu l'avenir qu'elle avait imaginé autrefois. Mais elle en avait construit un nouveau. Un avenir honnête, sûr, et qu'aucun homme ne contrôlait. Parfois, elle se souvenait encore de la femme qu'elle était, celle qui faisait confiance aveuglément. Elle ne la détestait pas. Elle la remerciait d'avoir survécu assez longtemps pour s'échapper. Et c'était la plus grande victoire de toutes. S'il y a une chose que Camille veut que chaque femme entende, c'est ceci: n'ignorez jamais la voix en vous qui dit que quelque chose ne va pas. Les personnes les plus dangereuses ne sont pas des étrangers. Ce sont ceux qui portent la gentillesse comme un masque et utilisent votre confiance contre vous. Camille a perdu son mariage, sa santé et la vie qu'elle pensait vivre. Mais elle a trouvé quelque chose de bien plus puissant, sa vérité, sa liberté et un avenir qui lui appartient.